Je suis le professeur Herman Yao, maître de conférence agrégé de cardiologie et j'ai la tâche de vous présenter aujourd'hui l'œdème aigu pulmonaire dans le cadre du séminaire de formation des internes et DES sur la prise en charge des urgences cardiovasculaires. Je vous propose le plan suivant. Après une introduction, nous verrons comment reconnaître l'œdème aigu pulmonaire, notamment aux urgences, comment éliminer les affections à ne pas confondre avec l'œdème aigu pulmonaire. Puis avant de voir ce qu'il ne faut pas faire, nous verrons comment traiter donc l'œdème aigu pulmonaire aux urgences. La prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë aux urgences suppose tout d'abord un diagnostic étiologique rapide, notamment entre l'œdème aigu pulmonaire et d'autres causes de détresse respiratoire aiguë, notamment les causes bronchopulmonaires. Il faudra ensuite rapidement mettre en place un traitement spécifique et enfin adopter des mesures préventives pour éviter la récidive. Comment se définit l'œdème aigu pulmonaire? C'est une insuffisance respiratoire aiguë qui va être secondaire à l'inondation brutale des espaces interstitiels puis des alvéoles pulmonaires par du liquide plasmatique extravasé des capillaires pulmonaires. C'est une urgence médicale. Il existe deux types d'œdème aigu pulmonaire. L'œdème aigu pulmonaire, que nous abrégerons OAP dans cette présentation, hémodynamique ou cardiogénique en rapport avec une hyperpression capillaire pulmonaire, et l'OAP dit lésionnel, dû à une altération de la membrane alvéolo-capillaire. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'œdème aigu pulmonaire représente 19% des urgences hypertensives, selon une étude réalisée par Ingeta en 2011. Il faut bien se souvenir de l'anatomie de la membrane alvéolo-capillaire qui est composée de trois parties. Tout d'abord, une barrière épithéliale au niveau de l'alvéole, une barrière endothéliale au niveau du capillaire pulmonaire et l'espace interstitiel. Et ces trois-là vont former la membrane alvéolo-capillaire. Cette membrane alvéolo-capillaire permet deux types d'échanges. D'abord des échanges gazeux, car permet la diffusion de l'oxygène de l'alvéole jusque dans le capillaire pulmonaire, et dans le sens inverse, le gaz carbonique va s'éliminer donc par voie haute. Le deuxième type d'échange, ce sont les échanges liquidiens qui sont régis par l'équation de Starling qui va dépendre d'un coefficient de perméabilité et du gradient de pression hydrostatique et du gradient de pression oncotique. Cette équation est en faveur de la pression oncotique qui permet de maintenir le liquide dans l'espace vasculaire. Nous allons voir ici les deux types d'œdème aigu pulmonaire qui existent. Dans l'œdème aigu pulmonaire dit cardiogénique, il va être en rapport avec une élévation de la pression hydrostatique au niveau capillaire, en rapport avec une élévation importante de la pression artérielle ou des cardiopathies du cœur gauche. Cette pression hydrostatique va dépasser la pression oncotique et va être responsable d'un transsudat, donc du passage du liquide de l'espace vasculaire dans l'espace interstitiel, puis dans les alvéoles pulmonaires. Dans l'OAP dit lésionnel, il n'y va pas avoir d'élévation de la pression hydrostatique, mais cet OAP va être en rapport avec une augmentation de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire par divers stimuli d'origine infectieuse ou toxique. Dans notre présentation, nous allons nous appesantir sur l'OAP cardiogénique. Alors, comment reconnaître l'œdème aigu pulmonaire, en particulier cardiogénique? Le patient va se présenter avec des signes fonctionnels. C'est un patient qui, en général, se présente tard dans la nuit aux urgences, et c'est un patient en général qui s'est endormi normalement, qui est brusquement réveillé, une sensation de chatouillement laryngé avec un grésillon. Rapidement s'installe une dyspnée à type de polypnée, c'est-à-dire une respiration rapide et superficielle, de survenue brutale et avec comme caractéristique principale une orthopnée. L'orthopnée signifie une dyspnée qui est calmée, qui nécessite au patient de pouvoir se mettre en position assise pour pouvoir soulager cette dyspnée. Ainsi, le patient est assis au bord du lit, jambes pendantes, et va à la fenêtre, il essaie d'ouvrir la fenêtre, il cherche de l'air. Cette dyspnée n'a aucune tendance à la résolution spontanée. Elle s'accompagne de sueurs profuses et d'angoisse. À côté de cette dyspnée, nous avons une toux quinteuse, initialement sèche, qui devient productive avec des expectorations blanchâtres. On parle d'aspect de blanc d'œuf battu ou parfois des expectorations rosées ou saumonées. Le patient présente également une sensation d'oppression thoracique ressentie comme une chape de plomb sur les épaules. Devant ces symptômes, un examen
général et physique s'impose. Réalisé le plus rapidement possible afin de prendre en charge ce patient. Au niveau des signes généraux, la prise de la pression artérielle retrouve une pression artérielle en général élevée dans notre contexte, dans le cas d'un œdème aigu pulmonaire dit hypertensif. Elle peut être parfois basse en cas de choc cardiogénique, signant une forme grave de l'œdème aigu pulmonaire. Le patient présente également une tachycardie, c'est-à-dire une élévation de la fréquence cardiaque au-delà de 100 battements par minute, et une polypnée qui est une respiration rapide et superficielle au-delà de 20 cycles par minute. L'examen physique retrouve à l'inspection un patient angoissé qui est parfois agité, couvert de sueur, qui est en position assise. À la palpation et la percussion sont normales. L'auscultation cardiaque est parfois difficile et gênée par les râles. On retrouve une tachycardie qui est une élévation de la fréquence cardiaque, et parfois on peut retrouver également des bruits de cœur irréguliers ou bruits de galop ou un souffle systolique. L'auscultation pulmonaire va retrouver des râles sous-crépitants ou des râles crépitants qui sont bilatéraux, symétriques, occupant la moitié des deux poumons, débutant en général aux bases lorsque le patient est vitaux et remontant rapidement vers les sommets des poumons. On parle de râles crépitants en marée montante. Parfois, il s'agit de râles sibilants chez les sujets âgés. Au terme de cet examen clinique, le diagnostic d'œdème aigu pulmonaire est confirmé. Il faut rapidement éliminer les critères de gravité qui sont au nombre de 3, les critères hémodynamiques, notamment une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, une tachycardie supérieure à 120 battements par minute, une oligoanurie ou la présence de marbrure ou de cyanose mieux visible sur peau claire. Ces critères sont également respiratoires, notamment une polypnée importante au-delà de 40 cycles par minute, une désaturation inférieure à 85% sous oxygène, des signes de lutte respiratoire, des signes d'hypercapnie, notamment une sueur collante et la somnolence, et des signes d'épuisement. Et enfin, des signes qui seront également neurologiques, notamment une confusion et une somnolence. L'interrogatoire devra être également réalisé des accompagnants ou du patient à distance de la crise pour rechercher 4 ordres de signes. Les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, le diabète ou une dyslipidémie, les antécédents cardiovasculaires, les circonstances favorisantes telles un écart de régime ou un arrêt du traitement, et des signes d'accompagnement, notamment une douleur thoracique ou des palpitations. Cet interrogatoire ne devra en aucun cas retarder la prise en charge. Devant ces symptômes, des examens paracliniques vont être réalisés, et le premier examen paraclinique est la radiographie thoracique de face. Donc, sur l'image de gauche, vous voyez une radiographie thoracique de face normale. À droite, il s'agit d'une radiographie thoracique d'un œdème aigu pulmonaire. On va retrouver des opacités qui sont floconneuses, nuageuses, bilatérales, symétriques. Elles sont floues, mal limitées. Elles sont à point de départ périhilaire et elles sont diffuses, réalisant l'aspect caractéristique dit en aile de papillon. On peut également retrouver des lignes de Curley aux bases et un épanchement susurral, de même qu'une redistribution des vaisseaux vers les sommets, parfois difficile à voir lorsque ces opacités sont importantes. Des examens complémentaires également vont être réalisés, notamment l'électrocardiogramme, une échographie cardiaque afin de rechercher des anomalies structurelles cardiaques et une élévation des pressions de remplissage, une gazométrie artérielle qui va retrouver donc une hypoxie et une hypocapnie, voire un effet shunt, des marqueurs de nécrose myocardique, les NT-proBNP qui vont être élevés, confirmant donc l'insuffisance cardiaque, et une écho pulmonaire qui peut avoir son intérêt notamment dans le diagnostic différentiel aux urgences. Ici, nous avons les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc, vous voyez que l'électrocardiogramme, c'est un examen qui est recommandé. Vous voyez ici, recommandé. Également, l'échographie cardiaque, comme nous l'avons dit, va être réalisée avec le dosage des peptides natriurétiques, de la troponine et de la créatinine. Donc, entre autres, des examens qui vont être réalisés donc, aux urgences. Ici, nous avons les autres examens qui vont être réalisés au plan biologique, notamment les électrolytes, les lactates, l'analyse des gaz du sang, entre autres. Il faut également rapidement penser au diagnostic plutôt étiologique de l'œdème aigu pulmonaire. Donc, qu'il s'agisse des recommandations américaines ou européennes, les 3 principaux diagnostics étiologiques sont les syndromes coronariens aigus, l'hypertension artérielle dans le cadre d'une urgence hypertensive et les arythmies cardiaques. Donc, il faut retenir dans l'œdème aigu pulmonaire que le diagnostic, il est clinique. L'OAP ne nécessite aucun examen complémentaire à réaliser.
L'OAP se manifeste par une orthopnée, c'est-à-dire une dyspnée qui va obliger le patient à s'asseoir et associer à l'examen physique pulmonaire à des râles crépitants bilatéraux symétriques en marée montant. C'est une urgence. Il faut éliminer rapidement, après avoir fait le diagnostic, ce qui n'est pas un édème aigu pulmonaire, notamment une embolie pulmonaire devant les facteurs de risque de la maladie veineuse thromboembolique et une dyspnée qui va être plutôt, une douleur qui va être plutôt basique thoracique associée à une dyspnée cinématérielle, c'est-à-dire une dyspnée avec un examen pulmonaire qui est normal. Dans la crise d'asthme, il faut l'évoquer devant le terrain atopique familial et devant l'évolution favorable sous bêta-2 mimétique. La poussée aiguë de bronchopneumopathie chronique obstructive sera évoquée devant l'antécédent de bronchite chronique, là, tout avec expectoration parfois mucopurulente, les râles bronchiques et la distension thoracique. Et enfin, la pneumopathie aiguë sera évoquée devant les syndromes infectieux francs, le syndrome de condensation pulmonaire à l'examen clinique et à la radiographie thoracique de face, les opacités alvéolaires qui sont systématisées. Il convient finalement de traiter l'œdème aigu pulmonaire. Il faut hospitaliser rapidement le patient en réanimation ou en unité de soins intensifs de cardiologie en position demi-assise avec deux voies veineuses périphériques de bon calibre ou un cathéter veineux central et artériel en cas de choc et monitorer bien sûr les constantes hémodynamiques, notamment la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la diurèse et l'électrocardiogramme. Le traitement de l'œdème aigu pulmonaire répond à la triade oxygénothérapie, diurétique et dérivés nitriques. C'est ce qui est mentionné dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie. Il faut envisager une ventilation en pression continue, administrer des diurétiques et administrer des vasodilatateurs, notamment des dérivés nitriques. La prise en charge donc de l'œdème aigu pulmonaire passe par une oxygénothérapie, comme c'est mentionné ici, par l'administration de diurétiques en c'est une indication de classe 1 et de vasodilatateurs comme indication de classe 2B. C'est ce qui est également mentionné ici. Il faudra envisager l'administration d'une ventilation en pression positive, débuter le plus rapidement possible en l'absence de contre-indication. Des diurétiques IV de durée d'action, de délai d'action rapide, notamment les diurétiques de Lance et bien sûr des vasodilatateurs qui sont passés en classe 2B qui pourront être considérés notamment seulement lorsque la pression systolique sera supérieure à 110 mm de mercure. Voici un algorithme qui a été recommandé par le Renault, qui est un groupe grenoblois sur la prise en charge des urgences. Donc, position demi-assise, oxygénothérapie, soit au masque à haute concentration en pression positive, des dérivés nitriques lorsque la pression systolique sera supérieure à 110 mm de mercure, au départ en bolus, puis en entretien, des diurétiques de Lance, notamment le furosémide, administré à 40 mg en IVD en bolus, puis avec une dose adaptée pour avoir une diurèse autour de 800 à 1 litre en 6 heures et une ventilation en pression positive à débuter le plus rapidement possible. Il faudra ensuite faire un traitement étiologique selon bien sûr les différentes étiologies qui seront rencontrées, qui auront été identifiées. Lorsque le patient va se dégrader au plan hémodynamique, en cas d'hypotension, il faudra envisager de la noradrénaline puis de la dobutamine. L'œdème aigu pulmonaire dans notre contexte est souvent dans le cadre d'une urgence hypertensive. Il faudra également s'assurer d'une réduction rapide de la pression artérielle qui devra être inférieure à 140 mm de mercure en quelques heures. Ici, c'est la ventilation en pression positive qui a été présentée. Il faut savoir qu'elle va avoir des effets bénéfiques, la ventilation en pression positive, notamment la VNI ou la CPAP, ventilation non invasive, qui va avoir des effets bénéfiques à la fois cardiaques et respiratoires. Au plan cardiaque, elle va réduire la précharge comme un dérivé nitré ou un diurétique. Elle va également réduire la post-charge. Elle va également mettre au repos les muscles respiratoires, donc diminuer le travail des muscles respiratoires, permettant ainsi de corriger rapidement l'hypoxémie. Et la pression positive donc, va contrecarrer l'augmentation de la pression hydrostatique afin de permettre donc une meilleure évolution, une évolution rapidement positive sous ce traitement. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout ne pas mettre le patient en décubitus dorsal, ne pas faire de remplissage vasculaire, ne pas retarder la prise en charge à cause d'examens complémentaires et surtout ne pas conduire le malade en urgence en unité de soins intensifs de cardiologie sans oxygène. En conclusion, l'œdème aigu pulmonaire est une urgence médicale. Le diagnostic est surtout clinique. Le traitement fait appel à la triade oxygénothérapie, diurétique et dérivés nitriques. Elle nécessite une recherche étiologique approfondie avec comme première étiologie retrouvée les syndromes coronariens aigus et la poussée hypertensive. Je vous remercie de votre attention.